Rebonjour tout le monde. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui à ce nouveau live métier. Moi, c'est Olivier. Je travaille toujours chez MyFuture. Ça ne change pas. J'ai déjà eu l'occasion d'animer ce live métier-là les mois, les semaines précédentes. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Sarah. Sarah, est-ce que tu peux nous faire un coucou? Oui. Super. On a aussi Anaïs. Anaïs, qu'est-ce que tu peux nous faire un coucou? Salut tout le monde. Super. Voilà, on est trois, on est content. On va faire ce nouveau live métier-là. Bon, Anaïs, c'est la professionnelle qui va vous parler de son métier dans pas longtemps. Alors, histoire de présenter un peu MyFuture, on est une entreprise dans le social. On a développé une plateforme qui s'appelle stagedécouverte.fr sur laquelle il y a plusieurs offres de stages, stage de troisième, BEP Bac Pro, alternance, stage d'étudiant. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette plateforme-là si vous êtes à la recherche d'offres de stage. On a mis en place des lives métiers. L'objectif, c'est de permettre à un professionnel de parler de son métier devant des jeunes de toute la France, comme vous. Voilà. Durant ce live métier-là, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez la chance d'avoir un bouton de chat, converser en bas. Vous pouvez cliquer dessus, mettre toutes les questions, les commentaires, les remarques. Sarah va s'amuser à vous poser pas mal de questions. Donc, n'hésitez pas à animer ce chat-là. Donc voilà, dans ce cas, on va pouvoir commencer. Anaïs, est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes, te présenter dans les grandes lignes, s'il te plaît? Avec plaisir. Rebonjour tout le monde. Je suis hyper contente d'être ici et d'avoir l'opportunité de vous parler un petit peu de mon métier. Donc moi, c'est Anaïs, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon pour le moment. Je finis mon contrat actuel en télétravail, donc en France, mais d'habitude, je travaille à l'étranger en tant que directrice des programmes pour des ONG. Donc là, actuellement, l'ONG, c'est Action contre la faim. Et ma dernière mission, c'est donc en Afghanistan. Donc Ah, voilà. super. Merci beaucoup, Anaïs. Moi, c'est Olivier, 33 ans. Anaïs, est-ce que tu peux présenter ton métier comme si tu expliquais à ta grand-mère? Allez, c'est parti. Ouais, moi, en tant que directrice des programmes, en fait, j'ai fait plein de choses différentes et en fait, je suis un peu comme une courroie de transmission. Tu vois, sur une voiture, je fais circuler les informations. Donc, en fait, mon objectif, ma mission principale, c'est de décrire, de développer la stratégie de l'ONG dans le pays où on est. Donc, en fait, ça veut dire, on est dans un pays, en tant qu'ONG, qu'est-ce qu'on fait? Quelles activités on va faire, quels projets on va développer. Et ça, c'est moi qui dois travailler là-dessus. Et puis après, bah, il faut chercher de l'argent pour faire financer tous ces projets et ensuite les mettre en œuvre. Et puis suivre un petit peu ce qui se passe sur le terrain, s'assurer que ce qu'on fait, c'est de bonne qualité, qu'on distribue bien de l'aide humanitaire à tous les bénéficiaires qu'on avait ciblés. Donc voilà, je travaille avec plein de personnes différentes, donc à la fois avec mes équipes, avec les équipes techniques, parce que moi je suis pas experte, donc je travaille avec plein d'experts en nutrition par exemple, ou alors en santé, ou alors en eau, hygiène, assainissement. Et je travaille aussi bien évidemment avec des partenaires extérieurs, avec des bailleurs de fonds, avec les autorités locales, et puis bien sûr avec le siège de l'ONG qui est basé en France à Paris. Donc, Anaïs, si je comprends bien, tu es, je dirais, coordinatrice. Tu travailles avec des équipes terrain, des équipes médicales. Euh, Est-ce Et que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est une ONG? Alors, ouais, une ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Le statut, il va dépendre un petit peu d'un pays à un autre. En France, en fait, nous, c'est le format de l'association. Donc, on est une grosse association, très grande, et c'est une association qui a plein de salariés. L'association, elle est à but non lucratif, donc on n'est pas là pour faire de l'argent. On récolte des fonds et on s'en sert pour mettre en œuvre des projets dans les terrains, sur le terrain, donc dans les pays où on intervient. Et pour Action contre la faim, c'est à l'international. Donc, il y a énormément de pays d'intervention. Et c'est avec un mandat d'assistance humanitaire. Donc, nous, l'objectif pour Action contre la faim, c'est bien sûr d'éradiquer la faim dans le monde. D'accord. Justement, qu'est-ce que tu mets en place pour éradiquer la faim dans le monde et auprès de quel public tu interviens? Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire pour lutter contre la faim dans le monde. Évidemment, c'est principalement des programmes de prise en charge de la malnutrition.
ça veut dire qu'en fait, on va soigner des enfants et des femmes qui sont malnutris, donc qui n'ont pas assez à manger. Et c'est une vraie maladie, en fait, hein, la malnutrition. Et les enfants qu'on soigne, c'est de l'hospitalisation et c'est des enfants qui peuvent mourir. Le public, c'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Alors, on pourrait évidemment viser beaucoup plus de monde, hein, parce que la malnutrition, ça touche pas que les enfants. Malheureusement, on n'a pas toujours les moyens de s'adresser absolument à tout le monde. Et en fait, les plus à risque, c'est les enfants. C'est pour ça qu'on se concentre sur cette catégorie-là. Et quand tu dis les enfants de moins de 5 ans, est-ce que ça concerne aussi les enfants qui viennent juste de naître d'ici peu? Oui, absolument. C'est pour ça que c'est enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes. En fait, on sait que la malnutrition, c'est quelque chose qui commence avant la naissance. Si on a des femmes qui sont enceintes et qui ont déjà des problèmes alimentaires, en fait, il va y avoir des conséquences pour le bébé. Donc, nous, on fait la prise en charge de avant la naissance jusqu'aux 5 ans. D'accord. Et justement, est-ce que tu as une image pour nous montrer un peu ce que tu fais? Alors, j'ai pas de photo de moi directement sur le terrain, D'accord. je tiens à le préciser parce que ce que je fais, moi, c'est principalement au niveau de la coordination, comme tu l'as dit tout à l'heure. Par contre, ouais, j'ai une petite image que je peux vous montrer rapidement. Alors, hop, je remets juste ça en route. Voilà, ça charge. Normalement, tu me dis quand tu la Oui, vois. on voit, oui. Voilà, donc ça, c'est vraiment, tu vois, on appelle ça le MUAC. Alors, c'est un nom un petit peu compliqué. En fait, c'est la petite réglette qu'on utilise pour mesurer le tour de bras à ce niveau-là des enfants. D'accord. C'est un outil totalement standard, totalement international que toutes les ONG utilisent hein, quand on travaille pour détecter la malnutrition. Et en fait, là, on le voit, si le tour du bras, il est dans la zone rouge, dans la zone jaune ou dans la zone verte, en fait, ça va nous donner le statut nutritionnel de l'enfant. Ça va nous dire s'il est malnutri ou pas. Hmm. Ok. Voilà. Et quand tu disais que tu intervenais dans des pays, quels sont les autres pays dans lesquels tu as déjà intervenu? Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de pays. Je change, en fait, je fais des missions qui sont relativement courtes, entre 6 mois et 18 mois, et je change à chaque fois. Donc, j'ai fait plein de pays. Je peux vous montrer une petite carte. À mon avis, c'est une grande carte. Une grande carte, ouais, exactement. Alors, j'ai essayé de surligner un petit peu les pays pour qu'on les voit bien. Mais je peux vous les lister en même temps. Alors, j'ai travaillé en Afghanistan, là, je vous en ai parlé, c'est le dernier pays où j'étais, mais j'ai aussi travaillé en Éthiopie, en D'accord. République centrafricaine, au Niger, au Burkina Faso et en Algérie. J'ai mis une espèce de petit drapeau jaune par là-bas à la frontière avec le Maroc. Voilà. Donc, ton métier, il te permet de te déplacer beaucoup. Là, tu m'as notamment montré l'Afrique. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont concernés par la malnutrition? Il y a énormément de pays qui sont concernés par la malnutrition. C'est vrai que moi, j'ai principalement travaillé en Afrique, à part cette dernière mission en Afghanistan et puis quelques plus petits postes quand j'étais en Inde. Ça touche vraiment tous les pays, principalement Afrique et Asie, mais on a aussi des problématiques de malnutrition dans d'autres zones, et notamment en Amérique centrale, en Amérique du Sud, Asie du Sud-Est. Ouais, c'est plein de pays. Et on a une petite question d'un utilisateur qui demande justement, mais c'est un peu ce que tu disais avant, comment vous choisissez les pays sur lesquels vous travaillez? Donc c'est en fonction, j'imagine, des besoins. Alors, absolument. En fait, les pays où il y a une intervention de l'ONG, ça, c'est choisi au niveau du siège, bien évidemment, en fonction de là où il y a des besoins. L'idée, c'est de ne pas aller dans des endroits où, si ça se trouve, il y a déjà plein d'autres ONG qui travaillent, ou le gouvernement n'a pas besoin des ONG, en fait. Donc, c'est vraiment là où il y a des gros besoins. Et moi, par contre, à titre individuel, comment je choisis où je vais, c'est vraiment en fonction des postes, plus qu'en fonction des pays. Moi, je suis hyper curieuse de découvrir plein de pays différents. Je n'ai pas vraiment de préférence. Donc, en fait, quand je cherche ma prochaine mission, comme quand on cherche un emploi, je regarde un petit peu les postes qui m'intéressent, je postule et puis ça se fait comme ça. Super.
Et ça rejoint aussi une autre question. Alors, je sais que tu vas nous parler un peu plus après de l'Afghanistan, mais on a Victor qui demande quelle était votre mission en Inde et en Afghanistan. Alors, quand j'étais en Inde, j'étais toute jeune, c'était un stage à l'époque pendant mes études et je travaillais avec une toute petite association locale qui était une école en fait pour les enfants des bidonvilles. Donc, moi, j'y allais en tant que support d'enseignement, donc pour aller enseigner des matières en collaboration avec les enseignants là-bas, parce que moi, je suis pas prof, donc c'est pas moi qui ai les compétences pour être prof, mais j'étais intervenante dans des classes, si on peut dire. Donc, en fait, c'était une école à ciel ouvert et c'était pour les enfants des bidonvilles, pour leur permettre d'avoir une scolarité. Et puis, on faisait la cantine aussi pour qu'ils aient des repas tous les jours. Ce que je retiens, c'est que ton métier, il te permet, te donne la chance quand même de pouvoir voyager à l'étranger. Voilà, quoi. Donc, les jeunes qui Énormément. nous écoutent, ce serait bien que dans le chat, vous mettez justement, est-ce que vous aimeriez bien faire un métier qui vous permet de voyager dans des pays étrangers? Voilà. Anaïs, est-ce que maintenant tu peux nous expliquer ton quotidien? Est-ce que tu as une journée type ou une semaine type que tu pourrais nous décrire? Non, pas du tout. J'ai pas de semaine type. Alors, en fait, dans l'humanitaire, il y a plein de métiers. Moi, le mien, en tant que directrice des programmes, je travaille principalement dans des pays en situation de conflit et des pays en situation d'urgence humanitaire. Ça veut dire que c'est un métier où il faut aller hyper vite et où il faut réagir en fait aux besoins. Donc, ça veut dire que ça peut changer tous les jours. Et donc, c'est un petit peu difficile d'avoir une semaine type. Alors, il y a plein de choses qui reviennent de façon régulière et qui sont assez standards comme dans plein d'autres métiers, en fait. J'ai des réunions d'équipe, j'ai des réunions de coordination, j'ai des réunions avec le siège, j'ai quelques réunions un petit peu plus techniques qui reviennent aussi régulièrement. Mais en dehors de ces réunions-là, en fait, je fonctionne beaucoup avec les échéances, avec les dates, avec les deadlines, comme on dit chez nous. C'est-à-dire quand il faut développer un nouveau projet pour qu'on le fasse financer par un bailleur de fonds, et ben souvent on a quelques jours, quelques semaines pour le développer. Donc voilà, j'ai cette date butoir-là. La même chose quand il faut organiser des réponses d'urgence très rapides. S'il y a eu une catastrophe, par exemple, nous on fait de la réponse rapide. S'il y a eu des inondations, s'il y a eu des avalanches, on a fait ça l'année dernière. Donc voilà, il faut aller très vite, coordonner les équipes et on fonctionne comme ça. Donc c'est un rythme très très intense. Donc, ce que je retiens, c'est que tu n'as pas de semaine type. Tu es multitâche, tu fais plein de choses différentes et surtout, tu gères des urgences. Voilà. Exactement. Et quand tu disais des conflits, qu'est-ce que tu entends par des conflits? Alors, en fait, on se rend compte que les pays qui ont besoin d'une assistance humanitaire, ça veut dire que c'est des pays où le gouvernement, il est dans une situation difficile, où en fait l'État est pas forcément en mesure d'apporter toutes les réponses qui sont nécessaires pour aider la population. Donc, ça peut être des conflits entre deux pays. Parfois, il y a des pays qui sont en guerre l'un contre l'autre, et du coup, c'est très dur pour les populations civiles. Ça peut aussi être des conflits internes, des guerres civiles. Donc, il y a des conflits à l'intérieur du pays. Ça va créer beaucoup aussi de difficultés, parfois des déplacements de population où les gens sont obligés de bouger à l'intérieur de leur propre pays. Donc, quand on abandonne sa maison, quand on abandonne tout ce qu'on a, c'est vrai que c'est assez difficile et on a besoin d'aide aussi. Et ça peut être des conflits aussi internationaux. C'était le cas quand j'étais au Niger, par exemple, où on connaît que les interventions internationales de lutte contre le terrorisme, par exemple, qui créent beaucoup de conflits à l'intérieur des pays. Du coup, est-ce que toi, tu fais le lien, la malnutrition, que c'est forcément dans des pays où malheureusement il y a la guerre? Alors oui, c'est principalement vrai. Pas que, mais c'est principalement vrai. Et là-dessus, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de documents. Action contre la faim publie assez régulièrement des rapports, des communiqués de presse, des documents de plaidoyer pour expliquer. En fait, on fait des études là-dessus pour essayer de montrer de façon un petit peu scientifique quels peuvent être les liens entre les conflits et les situations de malnutrition. Et nous, sur le terrain, en fait, on contribue à tous ces documents-là, à toutes ces recherches, parce qu'en fait, on donne les informations qui viennent directement du terrain. Nous, on est là, on voit ce qui se passe. Sarah, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Oui, ça concerne exactement ce que tu disais, parce qu'il y a une question, c'est est-ce que tu es aussi amené à intervenir en France, justement?
Alors moi, non, pas dans le cadre de ce métier-là, parce qu'en fait, quand moi j'ai une mission, en fait, c'est une mission, un contrat, un pays, un objectif bien défini. Et par contre, j'en ai plein et je change. Mais quand j'ai une mission, tu vois, là en ce moment, je suis directrice de programme pour Action contre la faim en Afghanistan. Ça veut dire que je ne vais pas du tout travailler en France. En revanche, il y a des organisations internationales, des ONG, des associations qui ont des programmes en France. C'est le cas d'ACF, d'Action contre la faim, ils ont une mission France. Donc, il y a aussi des activités, mais moi, ce n'est pas mon boulot. Donc, en fait, c'est en fonction de la mission. Oui, exactement. Donc, avant de continuer à parler plus de ton métier, moi, ce qui m'intéresserait, c'est savoir, maintenant, aujourd'hui, tu es directrice des programmes dans une ONG qui s'appelle Action contre la faim. Euh, Avant, quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il y avait un métier que tu souhaitais faire avant? Ou est-ce que le métier que tu fais aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Ah, pas du tout. J'ai eu le temps de changer d'avis. Quand j'étais petite, j'étais vraiment passionnée par la mer, l'océan et par les dauphins. Et je voulais absolument devenir océanologue. Donc, je voulais être scientifique et observer les océans. Et puis, en fait, en grandissant avec le collège et avec le lycée, je me suis rendu compte que j'étais hyper nulle en maths. Alors, ça allait être vachement difficile de devenir océanologue. Alors, voilà, du coup, j'ai un peu changé. J'ai poursuivi cette passion-là. Je fais de la plongée sous-marine. Donc, c'est toujours très présent pour moi. Et en revanche, j'ai changé au lycée. J'ai eu cette idée de faire de l'humanitaire parce que on a un intervenant professionnel qui travaillait à l'époque à Madagascar. Lui, il avait monté sa propre ONG qui travaillait que là-bas. Il était venu nous expliquer un peu ce qu'il faisait comme boulot et j'ai trouvé ça tellement passionnant que je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Donc, ton déclic, je dirais, de vouloir travailler pour une ONG, c'était cette rencontre avec cette personne-là. Absolument, ouais, tout à fait. Et puis après, voilà, je me suis renseignée un petit peu de ce que ça voulait dire les ONG, l'humanitaire. À l'époque, j'avais un magazine qui s'appelait L'Étudiant, je ne sais pas si ça existe encore, et Oui, ça j'avais existait. commencé, voilà, à regarder un petit peu ce qui était conseillé, quel parcours il fallait faire, et c'est comme ça que j'ai avancé dans le secteur. Super, et ben, ça rejoint peut-être aussi, peut-être tu pourrais nous expliquer un petit peu donc, les études que tu as faites, parce qu'on a une question d'Alima justement qui demandait qu'est-ce que vous avez fait comme études et faut-il parler plusieurs langues? Ça, c'est une excellente question. Alors, en fait, comme étude, moi, quand j'ai commencé à me renseigner pour faire ce métier-là, j'avais décidé que je voulais être chef de projet, en fait. Chef de projet pour directement être responsable des projets sur le terrain. Mais j'avais pas de compétences particulières. Je suis pas technicienne d'un domaine en particulier. Je suis pas dans le médical ou dans la santé, par exemple. Et donc, en fait, j'ai décidé de faire des études à Sciences Po pour avoir un profil hyper généraliste. Donc, j'ai tenté les concours quand j'ai passé mon bac, donc j'ai eu un bac ES, et j'ai raté les concours pour rentrer à Sciences Po, mais bien, bien, bien raté, hein. Je crois que j'avais eu 4 sur 20. Donc, finalement, j'ai fait une première année de prépa lettres, Hippocagne. Et c'était vachement bien parce que ça m'a permis de mûrir un peu, de grandir, d'acquérir des méthodes, d'être vachement plus efficace en fait, et puis de réfléchir un petit peu aussi à ce que je voulais faire. Et puis, je suis rentrée à Sciences Po l'année d'après. Donc, Sciences Po, c'était à Grenoble. Il y a plein de Sciences Po en France. Moi, c'était là-bas. Et à l'intérieur de Sciences Po, en fait, les 3 premières années, c'est assez général. Tout le monde fait la même chose. Et les 2 dernières années, c'est le master. Et là, on peut choisir, en fait. Il y a plein de masters différents. Et moi, j'ai fait un master en organisation internationale. Ah, du coup, alors Sciences Po, c'est sciences politiques. Ouais. Euh, du coup, quand tu dis organisation internationale, ça me fait penser justement à ton métier. Est-ce que tu as choisi exprès cette option-là parce que tu voulais vraiment travailler à l'étranger? Absolument. Moi, c'était vraiment mon objectif. Et comme j'avais décidé depuis le lycée que je voulais faire ça, c'était évident que je voulais faire ce master-là. Et pour répondre à la question sur les langues, c'est vraiment une excellente question. Alors moi, j'ai envie de vous dire oui, il faut parler plusieurs langues parce que ça sera toujours beaucoup plus facile. Il y a des ONG françaises, mais il y a aussi plein d'ONG d'autres pays. Moi, j'ai travaillé pour une ONG danoise pendant quelques temps. Et donc, en fait, la langue de travail, c'est souvent l'anglais. Là, je travaillais en Afghanistan, je travaillais exclusivement en anglais aussi. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, c'est pas forcément obligatoire.
ça facilite les choses, ça ouvre plein de portes. Mais j'ai aussi plein de collègues qui, en fait, parlent pas d'autres langues et ont travaillé pour des ONG françaises dans des pays francophones et ça marchait hyper bien. En tout cas, ce que je peux retenir de ton témoignage sur tes études, c'est que si vous êtes comment dire, motivé comme Anaïs, allez à fond dans les études que vous souhaitez faire. Anaïs veut travailler pour une ONG à l'international, elle a pu faire une Sciences Po, même s'il a raté la première année, mais la deuxième année, elle a pu entrer dans l'école. Voilà. Anaïs, est-ce que tu nous as préparé une vidéo, je crois, pour montrer quelque chose? Moi, ça m'intéresse bien de voir qu'est-ce que c'est. Tu n'as pas voulu me montrer. Allez, alors, qu'est-ce que j'ai prévu de vous montrer? Alors, en fait, je vous explique très rapidement, on ne mettra pas la vidéo en entier. Il y a quelques mois de ça, j'ai fait une petite interview pour France 24. En fait, c'était pour essayer de faire comprendre un petit peu la situation de la sécurité alimentaire, donc la situation de la disponibilité de la nourriture en Afghanistan. Puis c'était pour sensibiliser un petit peu les gens à la situation, puis essayer d'avoir un petit peu plus d'argent, un peu plus de fonds pour financer nos projets. Je vous montre ça. Allez. En Afghanistan, il y a quelques semaines, vous alertiez sur l'augmentation des prix des denrées de première nécessité comme le blé ou la farine de blé. Anaïs, tu peux agrandir la vidéo. Alimentaire en Afghanistan. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Effectivement, la situation de la sécurité alimentaire en Afghanistan est extrêmement alarmante. Vous l'avez dit, c'est 10 millions de personnes dans ce cas-là. Et parmi ces 10 millions, c'est 3,5 millions de personnes, on dit en phase 4, c'est-à-dire en situation d'urgence humanitaire. Les prix des denrées de première nécessité continuent d'augmenter. On observe toujours une augmentation de 10 à 20% de ces denrées-là, tandis que plus de la moitié de la population voit ses revenus diminuer. On attend une situation qui va continuer à s'aggraver jusqu'à la fin de l'année en termes de sécurité alimentaire aujourd'hui. Qui sont les premières? Voilà. Donc, waouh, bravo, tu passes à la télé. Ça fait partie du boulot aussi, oui. Et t'es souvent passé, tu passes souvent à la télé ou c'était une fois occasionnellement de temps en temps? Non, c'est vraiment pas très souvent. En fait, c'est assez occasionnel. L'idée, c'est que j'essaye, moi, au niveau des programmes, de travailler en étroite collaboration avec mes collègues au siège qui, eux, sont spécialistes de la communication et du plaidoyer. Moi, c'est pas du tout mon travail. Et j'échange avec eux pour leur faire part un petit peu de la situation dans le pays, de nos besoins, et eux, ils m'aident en fait à essayer de trouver des journaux, trouver des médias que ça peut intéresser, et puis on se met en contact et on essaye d'en parler un petit peu comme ça. C'est super parce que du coup, le fait de voir en fait concrètement aussi des images, je pense que ça génère un peu plus de questions. Et on a une question de Lola qui demande comment ça se passe sur place et surtout, est-ce que vous êtes protégés, toi et tes équipes, est-ce que vous êtes protégés? Oui, alors, comment ça se passe sur place? En fait, quand on a une mission, donc quand on est présent dans un pays, on a toujours un bureau de coordination. C'est comme un petit siège en fait de l'organisation et ça, c'est généralement en capitale et c'est là où je travaille. Donc, c'est pour ça que moi, je viens de passer l'année à Kaboul. Et en fait, après, dans le pays, on a aussi d'autres bureaux, d'autres bases terrain, on les appelle comme ça, qui sont dans les différentes régions du pays. Et après, on peut en avoir 1, 2, 3, 4, ça dépend un petit peu de la taille de notre mission, de notre volume financier. En Afghanistan, on a 3 bureaux en fait qui sont sur le terrain et sur ces bases, on a des équipes complètes. Alors, on a un chef de bureau, on a des responsables de projet et puis on a toutes nos équipes qui vont mettre en œuvre les projets sur le terrain. Ce qui est hyper important à savoir, c'est qu'en fait, tout ça, c'est pas des étrangers, hein, c'est pas des expatriés, c'est que des équipes nationales. Ok, super. Et ça, là aussi, pour être un peu plus dans le concret, on a Julie en fait qui demande en quoi consistaient les missions en Afghanistan. Quelle était la mission? Alors, en Afghanistan, on fait pas mal de choses différentes. La première qu'on fait, donc comme je disais tout à l'heure, c'est la prise en charge de la malnutrition. Très concrètement, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on fait de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on va aller dans les villages, de village en village, pour aller expliquer aux gens ce que c'est la malnutrition, dépister les enfants et les envoyer, les référer vers les structures de santé pour qu'ils soient pris en charge, parce que c'est vraiment une maladie.
On soutient aussi, nous, les structures de santé. Alors, quand je vous dis les structures de santé, il ne faut pas vous attendre à un hôpital comme chez nous, hein. Parfois, c'est juste une petite maison avec un tout petit peu de personnel médical. Et on leur donne des suppléments alimentaires, on leur donne les médicaments dont ils ont besoin et puis on les suit pendant toute la durée du traitement jusqu'à ce qu'ils soient guéris. On fait la même chose pour les femmes enceintes, évidemment. Et puis, on a aussi plein d'autres activités. Alors, en eau, hygiène et assainissement, on peut avoir des activités où on fait des forages, c'est-à-dire qu'on fait des trous pour mettre l'accès à l'eau potable dans certains villages. On peut aussi avoir des activités pour la sécurité alimentaire. Et là, on va plutôt aider les agriculteurs, les fermiers, pour leur donner les graines, pour leur donner les semences, pour les appuyer, pour les former, pour cultiver les champs, faire en sorte que tout se passe bien et qu'ils aient toute la nourriture dont ils ont besoin. Et je vois que tu fais pas mal de choses, tu as fait pas mal de pays. Est-ce que tu peux me dire quelle est l'expérience ou une scène, un événement qui t'a le plus marqué, que tu n'oublieras jamais? Que ce soit en bien ou en moins bien, parce que je suppose quand même, il y a quand même des scènes assez touchantes, émouvantes. Ouais, il y a vraiment les deux. Alors, je vais commencer par le côté pas bien, comme ça on finira sur la touche positive. Sur les scènes vraiment difficiles et marquantes, en fait, quand j'étais en République centrafricaine, je travaillais beaucoup sur le terrain et je travaillais notamment dans un hôpital de province, alors vraiment très reculé, un petit peu au milieu de la forêt, où on faisait la prise en charge de la malnutrition aussi. Et en fait, je revenais de là-bas et je revenais en capitale. J'avais fini ma petite mission de terrain et on devait se servir du véhicule pour faire un rapatriement d'un bébé malnutri qu'il fallait qu'on ramène à la capitale pour des soins plus avancés à l'hôpital. Et en fait, quand j'ai vu le bébé avec la maman dans la voiture, tu vois, je me suis dit, ah, c'est un tout petit bébé de quelques mois. Et en fait, c'est un enfant de 2 ans. Mais il avait la taille d'un bébé de 6 mois parce qu'il n'avait pas mangé. Et c'était assez choquant. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était la faim, en fait, parce que je crois que je n'avais jamais vu avant. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et puis, dans les événements vraiment plus sympas, évidemment, c'est quand on fait des distributions alimentaires. J'avais participé à une, notamment quand j'étais en Algérie. Et c'était vraiment génial parce qu'il y avait tous les gens du camp qui se sont rassemblés pour faire un énorme repas, en fait. Pour partager avec tout le monde. Et on avait été invités et c'était génial. Il y avait une super ambiance. Ce que je retiens quand même de ce que tu racontes, c'est qu'il faut quand même avoir le cœur un peu accroché. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'étranger, faire ce genre de mission, malgré les scènes qui peuvent être malheureux. Toi, tu as quand même la chance de pouvoir vivre des bonnes scènes où tu peux partager la joie avec des habitants. Exactement, et puis partager un peu de leur culture. Et puis, en fait, si, il faut avoir peur, hein. Ça fait peur quand on va dans un pays étranger, quand on découvre des nouvelles choses. Mais c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, après, une fois qu'on est sur place, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si effrayant que ça. Ouais, et ça a généré aussi des réactions un peu touchantes de Lola qui dit que c'est vraiment touchant. En fait, on s'en rend pas compte avec notre vie de tous les jours. Et c'est vrai que je pense que quand on voit ça en vrai, bah, comme tu l'as dit, on ne savait pas ce que c'était un enfant malnutri. Et quand on le voit en vrai, on se rend compte un peu de la misère que c'est. Ça a généré aussi des questions. D'une part, comment sont financés ces projets, donc tous les moyens qu'on met en place, d'où vient l'argent? Ouais, c'est une super question. Alors, la plupart des ONG, en fait, elles ont des fonds institutionnels. Alors, n'ayez pas peur. Ça veut juste dire qu'en fait, on a quelques fonds privés, c'est-à-dire les donations des gens. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont des parents qui donnent de l'argent tous les mois, soit à la Croix-Rouge, par exemple, ou à d'autres organisations. En fait, ça, c'est une toute petite partie de nos financements et tout le reste, ça vient des institutions. Alors, ça peut venir du gouvernement, ça vient principalement de l'Union européenne, qui, à l'intérieur de son budget, a une toute petite partie. Hein. Quand je vous dis petit, c'est moins d'1% du budget de l'Union européenne, qui vient soutenir des organisations internationales. C'est les États à travers plein de mécanismes. Hein. C'est assez compliqué, mais ça peut être au travers des Nations Unies, par exemple, ou à travers des fondations parfois. Et alors, là, peut-être que je ne sais pas si tu vas peut-être nous parler d'une mission qui t'a particulièrement
marqué, mais justement, il y a une question de Julie qui demande comment est-ce que de manière générale tu évalues la qualité un peu des missions, l'efficacité des missions. Comment est-ce qu'on sait si on a vraiment été utile ou pas Ouais, c'est vraiment une excellente question parce que je pense que je me la pose tous les jours et ça fait vraiment partie de mon boulot au quotidien de savoir faire ça. Alors en fait, on a plein d'outils qui nous permettent de mesurer ce qu'on fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir de l'argent, pour mettre en place un projet, il faut qu'on écrive le projet et qu'on le soumette à un bailleur de fonds. C'est comme un appel d'offres, en fait. Donc, quand on écrit le projet, on décrit quelles activités on va faire, combien de bénéficiaires on va avoir, combien d'argent on va dépenser, on doit donner un budget. Donc, on doit donner tous ces détails-là et aussi avec des objectifs et des cibles, hein, vraiment combien d'enfants on va soigner, combien de familles vont être soutenues. Et ensuite, on met en place tous les outils de suivi et d'évaluation et on fait le suivi pendant toute la durée du projet pour s'assurer qu'on fait bien ce à quoi on s'est engagé et ce pourquoi on a reçu l'argent. Donc ça, c'est le suivi tout au long du projet. Et on fait aussi des enquêtes à la fin des projets. Alors pareil, hein, c'est des méthodes de sondage, c'est des méthodes d'enquête avec parfois des questionnaires, parfois qualitatifs où on va plus aller interroger les gens, mais aussi quantitatifs où on essaye d'avoir un peu des statistiques et on essaye de mesurer quel a été l'impact de nos projets. Alors, si on fait par exemple, la situation de la sécurité alimentaire, on va regarder avant notre projet combien de personnes, là où on intervient, étaient en situation d'insécurité alimentaire, et puis 6 mois après la fin du projet, où en est la situation et voir si elle s'est améliorée ou pas. Et selon les résultats, parce que globalement ça marche, mais pas toujours, et on fait aussi des erreurs, et il y a plein d'aléas qui font que c'est pas toujours aussi probant que ça, mais on apprend et on essaye de faire des projets toujours un petit peu mieux, un petit peu plus pertinents. Super. Et les dons, en fait, dont tu parlais tout à l'heure, ils servent pour la réalisation du projet, pas pour donner, en fait, aux habitants directement. Ça, c'est une question de Lola. Alors, c'est très rare qu'on donne de l'argent directement aux personnes parce que c'est extrêmement difficile, bien évidemment. Ça peut être le cas. En fait, on a des projets où on donne de l'argent, mais c'est très encadré. Par exemple, c'est pas toujours très facile d'aller distribuer directement de la nourriture aux gens. En Afghanistan, par exemple, il y a beaucoup de montagnes. L'hiver, il fait très froid, il y a beaucoup de neige. Alors franchement, faire passer des camions avec de la nourriture, c'est pas envisageable. En revanche, il y a des marchés qui fonctionnent, donc on peut donner de l'argent aux gens pour qu'ils puissent, eux, aller s'acheter la nourriture et tout ce dont ils ont besoin. Mais c'est très encadré, bien évidemment. Sarah, est-ce qu'il nous reste d'autres questions? Le temps passe vite. Je pense qu'on peut encore répondre aux questions. Super. Oui, effectivement, il y a d'autres questions. On a une question, c'est est-ce que ça vous arrive de garder contact avec les habitants après la mission? Alors, ça m'arrive un petit peu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant que directrice des programmes, je ne suis pas très présente sur le terrain. Je l'étais beaucoup il y a quelques années quand j'étais directement chef de projet. En tant que directrice aujourd'hui, j'y vais de temps en temps. Je fais des missions directement sur le terrain, notamment pour voir les équipes, mais bien sûr pour voir les projets, mais c'est pas mon quotidien. C'est quelque chose que je vais faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois en fonction des possibilités. Mais c'est pas ce que je fais le plus. Donc, en réalité, les bénéficiaires de notre projet, moi, je les rencontre pas beaucoup directement. En revanche, avec mes collègues, parce que 90% des équipes sont des gens nationaux, donc des gens du pays dans lequel je travaille. Et eux, évidemment, je les vois tous les jours et je garde contact avec eux. Vous savez quoi? Avec Zoom, avec WhatsApp, avec Facebook. Ouais, c'est vrai, on ne pense pas, mais c'est vrai, ouais, effectivement. Voilà. Et quand par exemple, du coup, tu as terminé une mission avec des personnes qui ont été aidées, justement, comment est-ce qu'elles réagissent? Est-ce qu'elles le prennent bien? Est-ce qu'elles accueillent assez bien, justement, votre venue? Ah, ça dépend beaucoup des pays, en fait. C'est vrai que ça peut être délicat et c'est vrai que ça peut être mal pris. Alors, en fait, la stratégie principale pour nous, c'est toujours de travailler avec les équipes locales. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur le terrain, déjà, ils sont recrutés dans la zone où on travaille. C'est pas des gens qui viennent de très loin, en fait. Donc, ils connaissent très bien la communauté et ils peuvent vraiment expliquer.
On travaille beaucoup, beaucoup avec les autorités locales. Alors, selon où on est, ça peut être le maire du village, mais parfois, c'est aussi les leaders religieux ou alors les vieux du village, tous ceux qui, en fait, ont de l'autorité et connaissent très bien. Et avec eux, en fait, avant de commencer quoi que ce soit, on fait toujours une phase de consultation, on discute avec la communauté, ses représentants, voir quels sont les besoins, on explique les projets. En fait, les projets, moi, je les sors pas de ma tête, je les sors pas de mon chapeau, hein. Quand je les écris, c'est vraiment basé sur ce que me dit le terrain. Donc, les équipes et les communautés sur place et on construit ensemble. Moi, mon boulot, c'est de traduire ce que me dit le terrain dans un langage que les bailleurs de fonds peuvent comprendre pour qu'on ait de l'argent. On n'impose pas, en fait. On n'impose Jamais. pas. Ouais. Non, jamais. Et si on essayait d'imposer, de toute façon, ça ne marcherait pas. Et ça nous arrive, et en Afghanistan, ça nous arrive. Il y a des endroits où on essaye de mettre en œuvre des projets et ben non, ça ne marche pas, donc on ne le fait pas. Ça rejoint dans la même question, en fait, il y avait aussi la question de comment sont informés les habitants du pays de votre venue. Mais en fait, tu as répondu, en fait, c'est aussi les locaux et toutes les personnes qui peuvent agir, en tout cas dans la localité, qui ont un peu ce soutien, en fait, et qui servent un peu de médiateur entre vous et les habitants. Exactement, c'est exactement ça. Et après, de façon très concrète, on travaille aussi beaucoup avec les réseaux sociaux quand on peut. On travaille beaucoup avec les radios locales parce qu'il y a plein d'endroits un peu reculés dans le monde où il y a quand même des radios. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup avec eux. Et puis, sinon, en fait, moi, j'ai travaillé avec des mégaphones. Voilà. On promène avec la voiture et un mégaphone sur la voiture. Énorme. Sarah, il y a une dernière question de Julie. Ouais. Quelle est la durée moyenne d'une mission, de manière générale? Alors, quand je parle de mission humanitaire et que je dis que l'ONG, elle a une mission dans un pays, ça peut durer très longtemps. Par exemple, Action contre la faim est présent en Afghanistan de façon permanente depuis 1995. Donc, en fait, la mission, elle ferme pas. Quand je parle de mission pour moi, en tant que contrat, en fait, comme je travaille principalement sur des zones d'urgence et des zones de conflit, les contrats, ils durent entre 6 et 18 mois à peu près. C'est rarement plus. Alors, c'est dommage. Il faudrait probablement que les gens restent plus longtemps. Moi, quand je pars, je suis remplacée. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne. Mais du fait que les conditions sont difficiles, que je travaille dans des pays en conflit, que le rythme de travail est extrêmement soutenu, c'est difficile de garder le même rythme plus que 18 mois. C'est pour ça qu'on a des contrats courts et parce que les financements qu'on a aussi, c'est de l'urgence. Hein. Donc, on ne sait jamais si on aura de l'argent pour plus que dans 6 mois. Voilà. Ouais, ça, on va quand même introduire une question parce que c'est quand même de l'actualité. Allez. Ouais, effectivement, on peut pas l'ignorer cette question-là. C'est que en ce moment, justement, avec la Covid, est-ce que vos équipes sont toujours sur le terrain? Est-ce qu'il y a des restrictions? Oui, on s'est beaucoup, beaucoup posé la question. Alors, en Afghanistan, exactement pareil qu'en Europe. En plus, on a été touché à peu près en même temps que l'Europe, voire un petit peu avant. En fait, pour nous, ça a vraiment commencé au mois de janvier-février parce qu'il y avait beaucoup de cas en Iran. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et l'Afghanistan a une frontière avec l'Iran. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de cas en Afghanistan. On s'est énormément posé la question de ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on devait arrêter nos projets sur le terrain ou pas? Et en fait, nous, on fait des activités qui sauvent des vies. On fait de l'hospitalisation, de la prise en charge de gens qui vont mourir, en fait. Donc, on n'a pas pu s'arrêter. Donc, oui, nos équipes vont toujours sur le terrain. Par contre, on a changé tous les protocoles de ce qu'on faisait. Donc, on a distribué des masques, on a distribué des blouses, on a fait des formations sur l'utilisation de tout le matériel médical. On a intégré à tous nos projets des séances de sensibilisation pour nos équipes, mais aussi pour les bénéficiaires sur le lavage des mains, sur le respect des normes d'hygiène. Donc, ça a été hyper difficile. On a tout changé quand on fait des formations, par exemple, on a limité le nombre de personnes, on a respecté la distanciation sociale, on a limité le nombre de personnes qui venaient au bureau, on a fait des rotations pour avoir moins de gens dans les bureaux. Donc, un petit peu la même chose qu'en Europe, en fait, ça a été super lourd, ça a été assez difficile, on était tous un peu dans l'inconnu, mais en tout cas, on n'a jamais arrêté les activités sur le terrain. Super, on a Lola qui dit waouh, merci, vous êtes des héros.
Et oui. Alors, les héros, c'est les équipes, j'insiste là-dessus. C'est vraiment les équipes qui sont sur le terrain, c'est les Afghans, d'accord, qui sont en Afghanistan et qui travaillent. Nous, dans les équipes, cette année, moi, j'ai une équipe, j'ai 400 personnes. Et sur ces 400 personnes-là, on est juste une dizaine d'expatriés à quelques postes clés. Et quand on est expatrié, c'est parce que c'est des compétences qui n'existent pas dans le pays. Mais si les compétences sont là, on n'envoie pas d'expatriés, c'est pas la peine. D'accord. Anaïs, est-ce que tu as des photos à nous partager là? Alors, j'en ai quelques-unes. Alors, je les disais un petit peu plus tôt, j'en ai pas beaucoup de moi parce que c'est moi qui les prends en général. Et puis, c'est toujours un petit peu délicat de prendre des photos. Mais je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Hop. Alors, vous voyez mon écran? Ça va arriver. Ouais. C'est bon? Pour l'instant, on ne voit pas encore. Vous voyez pas? Toujours pas? Sarah, est-ce que tu peux… Attends, mais je relance. Hop. Ouais. Voilà, c'est bon, ça arrive. Super. J'ai arrêté et relancé, désolée. Alors, vous pouvez voir cette image, par exemple, ça, c'est quand on fait de la sensibilisation et qu'on va essayer d'aller expliquer ce que c'est le lavage des mains, par exemple. Donc, on a plein de gens qui savent pas lire, pas écrire dans les villages où on intervient. Donc, on le fait avec des images, comme vous pouvez le voir, directement chez les gens. Ça, c'est des photos quand je travaillais en Algérie, donc dans les camps de réfugiés. Donc, on voit bien les tentes des réfugiés et puis on faisait des distributions. Donc, on voit avec ma collègue nos petites feuilles pour suivre les distributions de matériel qu'on faisait. Toujours des distributions avec la photo et le gros sac. Alors, ça peut être… Là, c'était des distributions de matériel. Donc, on avait des nattes pour s'asseoir par terre, des ustensiles pour faire la cuisine, des bâches pour construire des abris pour les personnes déplacées. C'était au Niger. Et l'autre photo où on a un gâteau, alors c'est une photo un petit peu marrante, mais en fait, c'est avec la représentante du Haut Commissariat aux réfugiés et avec d'autres partenaires et d'autres ONG. Et c'était un accord qu'on avait signé quand, pareil, au Niger, un accord pour travailler ensemble et faire le suivi de tous les incidents de protection, donc de toutes les violations de droits humains dans le cadre des déplacements de population. Donc, voilà quelques photos. Super. Et sur la photo, je vois que tu es avec des équipes, des Français. Est-ce qu'il y a que des Français ou est-ce que des personnes d'autres pays de l'Europe peut-être, voilà, des collègues étrangers, on va dire. En fait, il n'y a pas tant de Français que ça. Ça dépend un petit peu des pays. En fait, quand je suis dans des pays francophones, évidemment, il y a un petit peu plus de Français parce qu'il n'y a pas tant de gens dans le monde qui parlent français. En revanche, dans les équipes, non, c'est très mélangé au niveau des nationalités. Cette année, en Afghanistan, à un moment, au plus nombreux, on était 15 expatriés, 14 nationalités. Voilà, donc j'ai vraiment des collègues qui viennent des 4 coins du monde. J'avais des collègues qui venaient du Bangladesh, du Kenya, du Danemark, du Royaume-Uni, de l'Éthiopie. C'est vraiment extrêmement varié. D'accord. Donc finalement, les ONG, ce n'est pas forcément des gens des pays riches, quoi. Alors, pas forcément et de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ONG qui travaillent aussi avec des expatriés qu'on appelle régionaux. Quand je travaillais en Afrique notamment, j'ai beaucoup travaillé en République centrafricaine. La plupart de mes collègues expatriés venaient du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, qui sont des pays à côté, pas très loin, qui sont des pays où le niveau d'éducation est relativement bon et où en fait il y a des gens hyper compétents, très bien formés et qui peuvent tout à fait se déplacer. Donc ouais, c'est vraiment de partout. Et tes collègues qui font partie de la même ONG que toi, moi je pose la question, comment vous êtes logés? Comment quoi? Vous êtes logés? Alors, ça dépend beaucoup d'une mission à une autre, mais non, mais c'est une super bonne question. La plupart du temps, on vit en ce qu'on appelle guest house. Donc, en fait, c'est une maison
qui est mise à disposition par l'organisation. Donc, en fait, moi, mon logement, il est pris en charge à 100% par mon travail. Donc, j'ai toujours ma propre chambre. J'ai pas toujours ma propre salle de bain, mais j'ai au moins ma chambre. Et en fait, on vit dans une maison plus ou moins grande, selon le nombre de chambres et le nombre d'expatriés qu'on est. En fait, on est comme une grande coloc. Ah, excellent. Voilà. Ouais, alors, faut bien s'entendre avec ses collègues, hein, parce que ça veut dire que c'est 24-24, hein. Je vis et je travaille avec eux, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas tous les jours facile, surtout quand on a un statut de directeur comme moi. Donc, en fait, c'est les gens que je manage et je vis avec eux. Alors, ça veut dire qu'il faut être préparé à ce que, on voit son chef en pyjama le week-end. Ça fait partie du jeu. Ah oui, d'accord. Sarah, est-ce qu'on a une question de quelqu'un? Ouais, on a plein de questions méga intéressantes en plus. Déjà, pour revenir un petit peu au pays que tu me disais que tu as visité ou dans lesquels tu as intervenu, il y a Alima qui demandait quel est le pays, enfin l'intervention peut-être plutôt qui t'a le plus marqué. Ouais. Je crois que tous les pays m'ont marqué. Alors, j'ai envie de dire que la République centrafricaine, c'est probablement celui qui m'a le plus marqué. Je sais que c'est pas forcément le plus connu quand on est en France. Moi-même, je connaissais pas du tout avant d'y aller. Mais c'est là où j'ai fait mon premier stage de fin d'études, mon vrai stage en ONG, en dehors des autres petits stages que j'avais fait avant. Et j'y suis retournée 3 fois. Donc, j'ai fait 3 missions différentes là-bas. Donc, tout cumulé, j'y ai passé un petit peu plus de 2 ans, je pense. Ouais, beaucoup plus même. Et donc, ouais, ça m'a marqué et j'y suis particulièrement attachée. Et ça rejoint aussi en plus une autre question de concilier aussi un peu une vie de famille en même temps. Est-ce que c'est si évident que ça? Alors, ça l'est pas, mais c'est pas du tout impossible. En fait, c'est un rythme très, très soutenu au niveau du boulot, mais il y a aussi une contrepartie, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup plus de vacances que plein d'autres gens. Quand je travaille dans des zones difficiles, en plus de mes 5 semaines de congé par an que j'ai comme tout le monde, j'ai aussi une semaine tous les 2 mois. Et les billets d'avion sont pris en charge pratiquement à 100% par le travail. Donc, en fait, je peux rentrer en France assez souvent, en France ou ailleurs, mais je peux me déplacer. Donc, c'est vrai qu'en fait, moi, je reste assez proche de ma famille et de mes amis en France, qu'au final, je vois tous les 2 mois. Alors, honnêtement, avec ma famille qui est dans la région lyonnaise, si j'habitais ailleurs en France, je suis pas sûre que je les verrais beaucoup plus. Voilà. Super. Et si on veut faire ton métier, mais qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, par quel type de métier on peut commencer? Alors en fait, dans l'humanitaire, il y a énormément de métiers différents. Moi, aujourd'hui, je vous parle de celui de directrice des programmes, qui est un des métiers très généralistes et auquel on n'accède pas en première expérience. Et en fait, j'ai commencé en tant que chef de projet, que assistante chef de projet même. Donc au tout début, en République centrafricaine, c'était mon stage de fin d'études, c'était le stage professionnalisant. J'étais l'assistante de la chef de projet. On travaillait sur un projet de prise en charge des enfants, pareil, des enfants des rues. Et donc, j'ai beaucoup appris avec elle. Et puis, après, petit à petit, dans le milieu des ONG, en fait, on continue. On peut postuler sur des postes de chef de projet un petit peu généraliste comme ça, et puis grimper petit à petit. Si on a fait des études très générales, on peut aussi être reporting manager. Alors, il n'y a pas de traduction en français, je suis vraiment désolée. Les reporting, c'est très, très souvent le poste porte d'entrée dans l'humanitaire des profils comme le mien. J'y suis passée aussi. C'est les personnes qui sont en charge de la relation avec les bailleurs de fonds et qui écrivent en fait les rapports d'activité pour les bailleurs. Donc en fait, ça a l'air un petit peu pas hyper passionnant dit comme ça d'écrire des rapports. En fait, c'est vraiment génial comme poste, surtout quand on est débutant, parce que écrire les rapports, ça veut dire aller à la pêche aux infos, ça veut dire travailler directement avec les équipes de terrain pour savoir ce qu'ils ont fait, pour collecter les infos, écrire les rapports. Donc en fait, on apprend énormément comme ça pour pouvoir ensuite évoluer. Dans ton cas, tu as fait différents postes avant d'être directrice. Qu'est-ce qui aujourd'hui te motive toujours? Parce que moi, je me dis, tu fais un métier où malheureusement, tu vois, entre guillemets, la misère. Moi, au bout d'une semaine, je me dis, aïe, ça me toucherait, quoi. Et du coup, là, ça fait un mois, ensuite 1 an, et là, ça fait plusieurs années que tu travailles dans l'humanitaire. Qu'est-ce qui te motive toujours au quotidien?
Alors, je pense qu'on prend de la distance et on a une distance professionnelle par rapport à la misère. On peut penser, tu vois, aux médecins en France. Moi, je me dis la même chose. Franchement, les médecins qui voient des gens malades tous les jours, comment ils font pour continuer? Mais c'est parce qu'en fait, ils servent à quelque chose. C'est parce qu'en fait, ils ont la capacité de soigner. Et ben moi, c'est la même chose. J'ai une distance professionnelle, donc ça me touche, ça m'impacte, mais c'est mon boulot. Donc, je peux aussi mettre de la distance par rapport à ça. Euh, et être touché et avoir de la pitié pour ce qui se passe, en fait, ça va pas beaucoup aider, hein. Ça va pas servir à grand chose. Et du coup, parce que j'ai les compétences que je peux mettre au service de mon métier, je peux faire quelque chose et je me sens hyper utile. Moi, ce qui me motive, c'est de continuer à contribuer à ces projets-là, à continuer à apporter, à développer une assistance humanitaire toujours plus pertinente, toujours plus fine, qu'on continue à réfléchir. En fait, j'ai une motivation qui s'arrêtera jamais parce qu'en fait, ça change tous les jours. Il y a toujours des nouvelles choses à faire. Je rencontre des dizaines de personnes absolument extraordinaires et hyper différentes. Donc, c'est tellement enrichissant pour moi aussi que la motivation, elle est là. Donc toi, dans ton cas, c'est que tu as une motivation, je dirais, d'en faire. Tu as un mental assez solide. Est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que tu as déjà eu des collègues qui ils sont un peu plus sensibles que toi et qui malheureusement ont décidé de changer de métier? Je préfère poser la question pour préparer nos jeunes qui seraient peut-être intéressés à faire de l'humanitaire. Ouais. Voilà. Non, c'est une super bonne question. Alors déjà, ouais, ça demande d'avoir un moral qui est solide, mais ça, c'est quelque chose en fait qui s'apprend et qui se travaille et qui s'accompagne. Moi, je veux tout de suite démystifier un petit peu les choses et on travaille avec des psychologues au quotidien. Et ça, c'est hyper important. Parce que ouais, ce qu'on voit, ça peut être hyper choquant, ce qu'on vit, ça peut être hyper dur et c'est vraiment, vraiment très important d'être accompagné là-dessus et de pas le garder pour soi. Après, oui, il y a des gens qui ont changé de métier. Je connais beaucoup de gens qui ont fait une mission ou deux et puis qui finalement ont décidé de faire autre chose parce que ça leur convenait pas. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas de tabou à avoir là-dessus. On peut se tromper, on peut avoir envie de faire une expérience à l'étranger et on peut se rendre compte qu'en fait, on n'aime pas trop ça. Soit parce qu'en fait, ça correspond pas à ce à quoi on s'attendait, ou parce qu'en fait, on trouve ça trop dur et puis qu'on préfère faire autre chose. Donc, si on devait résumer, je dirais jusqu'ici tes expériences, combien de missions tu as fait en tout, combien de pays tu as fait en tout? Est-ce qu'il y a un pays que tu aimerais intervenir? Ouh là là, alors il faut que je recompte sur mon CV. Ah, désolé, c'est une question piège. C'était pas volontaire. Non, mais je pense qu'une dizaine de missions à peu près au total, et puis du coup une petite dizaine de pays aussi au niveau des interventions. Je ne sais pas très bien où j'ai envie d'aller pour ma prochaine mission. Je vais y réfléchir. Ça va beaucoup dépendre des opportunités de travail. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler en Afrique. Et j'ai beaucoup aimé aller travailler en Afghanistan ensuite et de voir des choses vraiment très différentes. Donc en fait, je crois que ce qui me continue aussi à me pousser, c'est cette diversité-là et de continuer à apprendre en fait. Sarah, on a une question de… Ouais, on a des questions. On a une question d'Alima encore qui demande en fait si on veut faire un stage. C'est une bonne question en fait, parce que comme c'est un métier un peu qui peut être vu comme un métier à risque, pas forcément facile d'accès, etc. Elle demande si on peut faire un stage avant déjà pour savoir si c'est ça qui nous plaît ou pas. Alors, oui, on peut faire des stages. On ne peut pas forcément faire des stages en tout début ou quand on est très jeune. Ça va plutôt être des stages soit quand on est déjà étudiant, soit plutôt en fin d'études. Il y a des ONG qui proposent des stages. La plupart du temps, ça va être des stages qui se déroulent au siège de l'ONG parce qu'effectivement, comme c'est souvent des pays un petit peu à risque, c'est pas forcément évident d'aller sur le terrain directement. C'est beaucoup de responsabilités pour l'organisation. Mais déjà, en étant au siège, je trouve qu'on se rend pas mal compte de ce que ça veut dire au niveau du boulot. Et il y a des stages sur le terrain dans les pays. Ça existe quand même, c'est un petit peu plus rare. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire plusieurs fois, en fait, quand j'étais étudiante. Donc oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et même en dehors du cadre de ces études, est-ce que c'est possible de faire aussi une mission de bénévolat
Alors, on peut, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc, le métier dont moi je vous parle, c'est vraiment un métier professionnel. Et dans mon métier, on n'a pas de volontaires et on n'a pas de bénévoles. On n'a pas tout ça parce qu'en fait, ça demande vraiment des compétences très particulières. Et en fait, les bénévoles et les volontaires, c'est hyper important, mais pas dans notre métier parce qu'en fait, ils vont avoir beaucoup de bonne volonté, beaucoup de motivation, mais pas forcément les compétences dont on a besoin, en fait. Donc, on est vraiment dans une approche très professionnelle. En revanche, ce qui peut être très intéressant, c'est qu'on peut faire, quand on est plus jeune, quand on est en France, du bénévolat, du volontariat dans des associations qui ont des missions d'action sociale en France. Et en fait, ça, c'est vraiment déjà hyper intéressant pour le parcours parce qu'après, quand on a envie de postuler en ONG, on peut déjà avoir un petit bagage. C'est pas exactement la même chose, mais ça peut déjà nous donner un peu une idée de si ça nous plaît ou pas de faire ça. Et moi, je conseille vraiment, vraiment à tous les jeunes, s'ils ont l'opportunité de faire du volontariat au Resto du Cœur ou avec le SAMU social pour aller faire des maraudes, ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est pas le même boulot, mais ça donne une première image et ça donne une première expérience. C'est un peu une idée reçue qu'on a aussi de ces métiers-là. Ouais. Et je vais juste revenir aussi sur une autre question. C'est juste voir si j'ai bien balayé toutes les questions qu'il fallait. Il y a une question qui est revenue 2 fois quand même et qui est plutôt pertinente, c'est si on veut faire des dons pour Action contre la faim, comment on fait? Vous tapez Action contre la faim dans Google, ça va vous emmener sur le site internet de l'ONG directement et généralement vous allez voir, c'est sur les premières pages et oui, vous pouvez faire des dons. Super. En tout cas, Anaïs, tu as tout à fait raison pour les jeunes parmi nous, parmi les jeunes parmi les participants, pardon, qui souhaiteraient faire de l'humanitaire. C'est une très bonne chose de commencer par les associations françaises. On en a pas mal. Croix-Rouge, Secours Populaire et Frères des Pauvres, ainsi de suite. Donc, je pense que commencer par ces associations-là, c'est un très bon début, quoi. Voilà. C'est un excellent début et vraiment, vraiment, je vous encourage à le faire. Il y a la réserve civique aussi qui recense toutes les associations qui peuvent chercher des volontaires et ça, c'est vraiment génial. Mais voilà, j'insiste sur le fait que ce ne sera pas le même métier. Nous, on n'a pas besoin, en fait, par exemple, en Afghanistan, de bénévoles qui vont venir distribuer des repas à des sans-abri. Les Afghans, ils sont là, donc ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Donc voilà, le faire en France et aller aider ses voisins, c'est pas mal aussi. Est-ce que, Anaïs, tu peux me dire quelles sont les 3 qualités qu'il faut absolument avoir pour faire ton métier? Ouais, alors il faut être très flexible, très 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 flexible dans le sens de adaptable. Quand on change de pays, quand on change de culture, quand on change de collègues, il faut savoir très très vite s'adapter à ces différents contextes et à ces différentes personnes. Culturellement, c'est pas toujours facile, hein. Il faut être très déterminé parce que pareil, on rencontre pas mal de difficultés sur la route et puis il faut être motivé. C'est pas simple tous les jours d'être sur le terrain. Et puis je crois qu'il faut avoir de l'énergie. Voilà. Voilà. Donc, pour résumer, très flexible, Ouais. très déterminé, avoir de l'énergie. Voilà. Absolument. Et puis pas oublier de réfléchir, hein. Il faut penser. C'est pas un métier où on distribue des sacs de nourriture, hein. Ça demande un gros esprit critique. D'ailleurs, Lola nous a dit que dans le chat que c'est noté sur son cahier. Sache, Lola, que ce live-là, il est enregistré. On va le mettre sur YouTube. Donc, tu pourras revoir la vidéo si tu le souhaites. Une dernière question, Anaïs. Comment tu vois plus tard l'humanitaire? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont changer? Est-ce qu'il y a des pays où vous allez plus intervenir? Pour quelle cause? Oui, alors c'est un métier qui est en constante évolution et qui change beaucoup, hein. Déjà, moi, quand je vois des collègues qui ont commencé à travailler il y a une vingtaine d'années par rapport à nous aujourd'hui, ça a déjà beaucoup, beaucoup changé. Ça s'est beaucoup professionnalisé et ça se complexifie aussi. Alors, il y a plein de raisons qui font que ça se complexifie aujourd'hui. La première raison, c'est qu'en fait, avant, on avait un espace humanitaire et on était protégé en fait par notre mandat d'humanitaire. En fait, dans les conventions de Genève, dans le droit de la guerre et dans tout le droit international,
En fait, en tant qu'humanitaire, on est neutre, on est impartial, on est indépendant, on ne prend pas part au conflit et donc normalement, on n'est pas visé. C'est-à-dire que quand on apporte de l'aide, normalement, on n'est pas en danger. Malheureusement, ça, c'est quelque chose qui change beaucoup depuis quelques années et notre espace humanitaire où on peut intervenir sans danger diminue beaucoup, beaucoup. Et il y a de plus en plus d'attaques sur des humanitaires et ça, malheureusement, ça rend notre travail très difficile. Donc, ça force aussi à repenser la façon dont on intervient dans les pays. C'est principalement ça qui change. Tous les mécanismes de financement changent aussi beaucoup parce que on le voit aujourd'hui, on est en pleine pandémie internationale, donc l'argent qui n'est pas illimité va pas toujours aux causes humanitaires, en tout cas pas toutes, parce qu'on peut pas donner de l'argent pour tout le monde, tout le temps. Et donc ça aussi, ça nous force à repenser un petit peu nos actions quand on a de moins en moins d'argent. Des pays comme la République centrafricaine ou l'Afghanistan où j'ai travaillé ont été un peu sous le feu des projecteurs à des moments et puis en fait pas tout le temps. Et c'est pas pour autant que les crises allaient mieux en fait dans les pays. C'est pas pour autant que ça s'améliorait. Et donc ça c'est très difficile aussi. Et donc on repense tous ces mécanismes-là au fur et à mesure. Merci beaucoup Anaïs d'avoir donné du temps pour parler de ton métier. J'espère que ça donne envie parmi vous de faire de l'humanitaire plus tard comme métier. Sarah vient d'envoyer dans le chat un questionnaire de satisfaction. Je vous invite vraiment à le remplir pour que nous, on puisse nous améliorer, proposer d'autres métiers que vous souhaitez découvrir. Voilà quoi. La semaine prochaine, il y a un live métier le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc, 3 live métiers différents. Je vous invite à aller sur notre plateforme stagedécouverte.fr live. Vous allez voir le planning des différents lives prochains. Donc, merci beaucoup à vous. Merci Anaïs. Merci Sarah d'être avec moi. Dans ce cas, je dis au revoir à tout le monde et à la prochaine. Bye. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.